Comment se positionner par rapport au dessert et aux collations avec notre enfant? Devrions-nous être stricts ou pas du tout? Comment aider son enfant à développer une estime de lui-même positive grâce à l'activité physique et comment l'aider à gérer son anxiété? Cette semaine, à Question Santé, on parle de santé de l'enfant et on ira même jusqu'à discuter de l'aménagement des cours d'école puisque les cours d'école aussi influencent notre enfant. Finis ton assiette pour avoir droit au dessert. Peut-être que c'est une expression que vous avez entendue à quelques reprises ou peut-être même que vous l'avez déjà utilisée vous-même pour motiver votre enfant à bien manger. Mais Véronique, apparemment, ce ne serait pas la meilleure expression à utiliser. Effectivement, ce genre de phrase-là qui est un peu comme du chantage, c'est à éviter pour deux raisons principales. Premièrement, c'est que ça met le dessert sur un piédestal, comme si c'était quelque chose de spécial qu'on doit atteindre ou obtenir. Puis deuxièmement, l'enfant qui veut avoir son dessert va peut-être se forcer à finir son assiette, même s'il avait plus très faim. Donc, ça va l'amener à dépasser sa satiété puis à ne pas respecter les signaux que son corps lui envoie. Alors que ces signaux sont tellement importants, on en parlait à l'émission dernière. Alors, comment on devrait gérer le dessert? Mais en fait, c'est pas compliqué. Un dessert, ça devrait juste être des aliments différents qui vont venir compléter le repas puis qui vont aider aussi l'enfant à atteindre ses besoins. Donc, quand on suit cette philosophie-là, tous les enfants ont le droit à une portion de dessert, qu'ils aient ou non terminé leur assiette. La plupart du temps, un dessert, ça devrait être composé d'aliments nutritifs. Par exemple, ça peut être des fruits, ça peut être une petite galette maison, ça peut être un yogourt avec des fruits. Puis, de temps en temps, le dessert peut être aussi un petit peu plus sucré, un peu moins nutritif. Par exemple, s'il y a un anniversaire ou s'il y a une occasion spéciale. Par contre, on va se limiter à une portion parce qu'on ne veut pas non plus que l'enfant se nourrisse que de dessert. Et s'il a encore faim après sa portion de dessert, on peut ressortir le repas principal. Mais ce que je comprends, c'est que donc les enfants ont droit au dessert. C'est là pour combler tous leurs besoins. Ils ont besoin beaucoup d'énergie. Puis là, moi, je vois des fruits ici. Mais là, on n'a pas montré de pommes, de poires, parce qu'on peut se permettre certainement, quand il est temps de manger le dessert, d'aller vers des fruits peut-être un peu plus exotiques pour donner envie à l'enfant. Oui, puis ça peut le rendre aussi un petit peu plus spécial quand on soigne la présentation aussi puis qu'on rend ça beau et attrayant. Qu'en serait-il alors des collations? Bien, les collations, ça va jouer aussi un petit peu le même rôle que le dessert. Ça va aider l'enfant à atteindre ses besoins parce qu'on n'oublie pas, il est en pleine croissance, il a des grands besoins pour bien se développer, mais il a un petit estomac. Donc, il doit avoir plusieurs occasions au courant de la journée pour manger. La collation, elle va avoir aussi un autre rôle, ça va être de venir calmer la faim. Parce que, imaginez un enfant qui dîne vers 11h30 puis qui soupe à 5h30, 6h, s'il n'a pas eu l'occasion de manger une collation entre ces deux repas-là, il va devenir affamé puis probablement très irritable. Et moi, ce que je sais, là, il y a des personnes un peu plus âgées qui peuvent facilement vivre avec 2 repas par jour, un semi-déjeuner-dîner, puis après, ils mangent un souper. Mais là, on est vraiment loin de ça là, pour les enfants. Il faut garder ça en tête. Oui, les collations, c'est vraiment essentiel pour un enfant, mais encore comme pour le dessert, une portion, ça suffit parce qu'on ne veut pas non plus gâcher l'appétit au repas suivant. Alors, comment on devrait composer une collation? Une collation pour un enfant, pour qu'elle soit à la fois soutenante puis qu'elle redonne de l'énergie à l'enfant, idéalement, on combine 2 genres d'aliments. Donc, on va prendre un aliment qui contient des glucides, ça, c'est des sucres. Ça va redonner de l'énergie à l'enfant. Donc, les sucres, on trouve ça dans le lait, dans le yogourt, dans les fruits ou dans les produits céréaliers comme du pain, des craquelins, des muffins, des galettes ou tout ce qui est préparé avec des farines ou des céréales. Donc, cet aliment-là qui contient des glucides, on va le combiner avec un aliment qui contient des protéines. La protéine, elle va soutenir l'enfant jusqu'au repas suivant. Puis les protéines dans les repas principaux sont faciles à trouver, veux pas, là, tu sais, de la viande, mais là, on ne mangera pas de viande en collation. On a moins tendance à donner de la viande, mais il y a d'autres aliments qui contiennent des protéines. Donc, on peut penser aux noix, aux graines, aux produits laitiers comme le lait, le yogourt, le fromage. Ça pourrait être aussi une boisson de soya. On a les légumineuses comme la tartinade de pois chiches. Ça pourrait être aussi un œuf cuit dur, pourquoi pas. Ah, mon Dieu, oui, en collation? Ben oui, les enfants ils vont adorer ça. Okay. Donc, des petits exemples là, pour illustrer, dans le fond, ça pourrait être un muffin avec un petit verre de lait. Ça pourrait être des raisins avec des petits cubes de fromage.
Ça pourrait être des quartiers de pommes avec du beurre d'arachide. Il paraît que c'est bon, ça. Excellent. C'est très bon. On mange beaucoup la banane avec du beurre d'arachide. Ah, mais la pomme, vous essayerez ça. C'est très, très bon. Puis peut-être que la banane avec du beurre d'arachide en collation, ça serait un peu trop, là, parce qu'une banane, c'est quand même beaucoup. Mais on pourrait prendre peut-être une demi-banane ou ça pourrait faire aussi. Mais alors, l'option pomme, beurre d'arachide... Oui. À OK. découvrir. On pourrait aussi avoir des craquelins avec une tartinade de pois chiches, là, de l'houmous. Ou on pourrait aussi offrir à l'enfant des petites boules d'énergie. Donc, qu'est-ce qui est le fun dans ces petites boules-là? C'est qu'elles sont faites à partir de noix et de fruits séchés. Donc, dans la petite boule d'énergie, on va retrouver à la fois les glucides et les protéines. Donc, on pourrait en offrir quelques-unes à l'enfant. Puis, il en existe beaucoup de recettes en ligne sur plusieurs sites, justement, de boules d'énergie pour s'assurer d'avoir tous les composés qu'on souhaite avoir dans les boules d'énergie. Puis, la galette ici... C'est un petit muffin au bleuet, tout simplement, fait maison. Pas trop gros, hein, pour pas justement gâcher l'appétit de l'enfant au repas suivant. Alors, Véronique, si je comprends bien, il faut arrêter de voir le dessert ou les collations comme des aliments sucrés puis inutiles, hein? Oui, en fait, je pense qu'il faut arrêter de voir les collations puis surtout le dessert comme étant des aliments récompenses. C'est pas une récompense pour l'enfant, c'est des aliments différents qui vont compléter le repas, qui vont l'aider à atteindre ses besoins. Puis ça fait partie de son alimentation au même titre que les aliments qui composent l'assiette principale. Alors, comme parents, évidemment qu'on influence l'alimentation de notre enfant, mais comme parents, on influence aussi notre enfant avec l'activité physique. Comment on peut l'aider à développer un lien sain avec l'activité physique? On en parle avec Stéphane Ouimette. L'activité physique, elle est autant bénéfique, évidemment, chez l'enfant que chez l'adulte, mais en plus, chez l'enfant, ça pourrait aider particulièrement à développer l'estime de soi. Stéphane. Bonjour. Bien, en fait, oui, on sait qu'il y a plusieurs avantages physiques à faire de l'activité physique. Puis même si ça diffère du pourquoi de le faire, les avantages sont les mêmes chez les adultes que chez les enfants. Sauf que l'estime de soi, c'est quand même une excellente idée pour ce qui en est attrait avec l'activité physique, mais c'est quand même un couteau à deux tranchants. Il faut faire attention au contexte dans lequel on fait notre activité, le type d'activité qu'on va pratiquer, mais aussi l'encadrement qu'on va voir à travers des différents adultes qui vont participer aux activités physiques de nos enfants. On sait que faire de l'activité physique, on ne compte pas les points, donc autre que ne pas en faire, on va réussir. Donc ce sentiment d'accomplissement-là, il est très positif pour tout le monde, qu'on soit tout petit ou qu'on soit beaucoup plus grand. Là où ça se complique, c'est avec les activités d'ordre plus sportif. Évidemment, si on est du côté des gagnants, ça a un effet positif. On va avoir un sentiment de se sentir un petit peu mieux pour nous-mêmes. Mais souvent, on va se retrouver du côté des perdants. Donc, il faut faire attention. Il faut être sensible comme parent à ce qui se reflète à l'intérieur de tout ça. Prendre connaissance aussi, prendre conscience de l'effet du stress qui va accompagner par la compétition sportive aussi. Donc, soyez vigilants comme parents. Essayez de reconnaître, soyez proches, jasez avec vos enfants, mais surtout portez une attention particulière à tout ce qui encadre vos activités physiques chez vos enfants. Alors, est-ce qu'il y aurait des activités physiques à favoriser chez notre enfant pour aider le plus possible à développer un bon lien? En fait, c'est souvent en lien avec le choix de l'activité physique puis les raisons pourquoi on choisit cette activité physique. Souvent, les parents ont tendance à choisir des choses en fonction de leurs propres objectifs. On a tous des enfants qu'on aimerait qu'ils deviennent des joueurs professionnels de hockey ou de baseball, mais évidemment, est-ce que c'est ce que notre enfant veut vraiment? Ensuite, bien, il faut aussi favoriser des activités physiques qui sont un petit peu plus libres, permettre à mon enfant d'aller chercher des composantes qui vont lui permettre de développer sa coordination, son agilité, sa compréhension du mouvement. Donc, ce sont des qualités physiques très importantes. Alors, quelles activités peuvent favoriser ça, là, quand tu dis coordination, créativité? Tu sembles parler de jeux libres. Bien, moi, j'aime beaucoup le jeu libre parce que non seulement ce que le jeu libre va permettre de travailler ces différentes qualités physiques-là, mais ça n'a pas besoin d'être systématique. L'enfant, de façon très innée, va vouloir développer, va vouloir faire des choses, essayer de nouvelles choses et il va y avoir des effets positifs. En plus, il y a d'autres qualités physiques qui vont pouvoir être développées à l'intérieur de tout ça. Donc, la débrouillardise, par exemple, le leadership ou l'interaction sociale, qui ça ne vient pas des jeux quand c'est les parents ou les adultes qui ne font qu'encadrer. En même temps, il faut aller jouer dehors. On sait que comme parents, on devient de plus en plus craintif avec tout ce qui se passe sur les médias sociaux, mais vos enfants ont besoin d'être éloignés des adultes pour leur permettre de jouer par eux-mêmes. Ils vont non seulement travailler beaucoup plus fort, mais ça va leur permettre aussi de créer un lien d'amitié, d'amour avec les activités physiques. Et ça, c'est vraiment essentiel, hein, parce que dès qu'on est petit, les habitudes qu'on développe, c'est les habitudes qu'on tend
à garder à l'adolescence, ensuite à l'âge adulte. Et peut-être qu'on peut donner l'exemple aussi à nos enfants. Bien, moi, je trouve que c'est important, comme parent, de pratiquer l'activité physique avec nos enfants. Comment est-ce qu'un enfant peut vouloir faire quelque chose qui n'est pas important pour nous? Donc, sans même le faire de façon par la voix ou par le message, juste par notre propre comportement, ça devient excessivement plus compréhensible pour notre enfant de voir que si nous, on donne un goût, on aime quelque chose, bien, ils ont tendance à vouloir plus le pratiquer ou plus le faire. Et tu parlais des médias sociaux, les technologies habitent beaucoup notre espace. Comment on gère ça? Donc là, il y a les médias sociaux qui peuvent être disponibles, les technologies, les jeux vidéo. Puis là, il y a aussi l'activité physique. Bien, moi, c'est impossible qu'on parle d'activité physique et d'enfants sans qu'on adresse un tout petit peu à ces fameux écrans-là. On sait que les enfants, il y a des réglementations du nombre d'heures qui devraient dépasser ou passer devant ces écrans-là. Mais oui, dépasser, c'est ce qui souvent il se passe avec ces temps-là. Il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas juste un effet de ne pas faire d'activité physique pendant qu'on on est sur les jeux vidéo, ce qui est souvent le critère ou l'argument qu'on va donner pour bouger plus. Mais c'est aussi que ça a un effet contraire à l'activité physique. Passer du temps devant les écrans. On a souvent tendance à penser que ça va relaxer mon enfant. Ça va lui permettre, après une grosse journée difficile à l'école, en deuxième année, où il a tellement travaillé fort, que de lui donner un téléphone cellulaire, ça va lui permettre de relaxer, mais c'est le contraire. Ou peut-être que ça peut relaxer le parent aussi, pendant que notre enfant est là-dessus. Nous, ça nous permet de faire nos autres choses, de relaxer nous-mêmes après une grosse journée. On n'a pas trop besoin de s'occuper de notre enfant. Oui, puis je veux pas que les parents ils disent « Ah oui », parce qu'on est tous conscients de ça. À un moment donné, on veut faire le mieux qu'on peut, mais il faut être conscient que ces outils-là, ils sont non seulement un petit peu néfastes pour nos enfants, mais on a tendance à les valoriser sans même le savoir. Récompenser notre enfant en lui permettant de jouer sur un jeu vidéo, ce n'est pas une récompense. La vraie récompense, ça vient du fait qu'on va prendre le temps, comme parents, d'amener nos amis à l'extérieur, d'amener nos enfants, les amis de nos enfants à l'extérieur, leur permettant de jouer, mais encore une fois, de combiner deux petites choses, qui est de faire de l'activité avec nos enfants, et en plus d'améliorer notre propre santé. Stéphane, tu as une prescription d'activité physique pour terminer? Ah oui, celle-là, cette semaine, c'est excessivement facile. On prêche par l'exemple. Ça veut dire qu'aller jouer dehors avec vos enfants, 30 minutes, des jeux non compétitifs, non structurés, complètement ludiques, misés sur le plaisir. Puis quand le plaisir est là, vous allez vivre de très, très beaux moments en famille et vos enfants vont en bénéficier, comme vous. Mais ça peut vouloir dire quoi, ça, de faire de l'activité physique avec nos enfants? Des exemples, peut-être? Bien, les exemples sont simples. On peut aller faire du traîneau, on peut aller faire du ski, on peut aller patiner, on peut se lancer la balle, on peut jouer au badminton, on peut tout simplement bouger avec nos enfants. On a des vélos. Quand on était tout petit, on aimait faire du vélo. Moi, j'aime faire du vélo avec mon fils. Pourquoi? Pour voir comment est-ce que lui, ça lui amène du bonheur. Puis est-ce que le bonheur vient du vélo ou il vient du fait qu'il fait du vélo avec son papa d'une façon ou d'une autre? Là, moi, ça me rend heureux. Et en plus, ça permet aux parents de développer un lien avec son enfant. Et le lien est primordial ensuite quand on veut discuter avec notre enfant, par exemple, d'émotions un peu plus négatives. On parle d'anxiété avec Audrey Saint-Onge. Un enfant qui a de la difficulté à s'endormir, un enfant qui ne veut pas aller à l'école, ça arrive et ça peut être signe d'anxiété chez l'enfant. Mais Audrey, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour aider notre enfant à peut-être exprimer ses émotions plus négatives. Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en tant que parent pour aider notre enfant avec l'anxiété. D'abord, il faut savoir que l'anxiété, c'est une émotion qui est tout à fait normale chez les enfants, chez nous aussi. Puis en premier, c'est important de savoir c'est quoi l'anxiété. C'est une émotion qui vise à nous amener à survivre, donc à éviter les dangers. Donc ça nous a permis en tant qu'espèce de survivre à travers les années. Et c'est une émotion qu'on veut donc garder dans une certaine mesure, mais ça peut devenir problématique quand l'enfant va vivre de l'anxiété ou de la peur alors qu'il n'y a pas de danger réel. C'est à ce moment-là qu'on va vouloir intervenir en tant que parent. Mais s'il n'y a pas de danger réel, pourquoi l'enfant vit de l'anxiété? C'est quoi les causes? Donc, premièrement, les enfants, les tout-petits, souvent, ils n'ont pas le côté rationnel là, pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est plus faux, qu'est-ce qui est de l'exagération. Donc, il y a des peurs comme la peur du noir, la peur des monstres. Là, de 2 à 5 ans, il ne faut pas s'inquiéter comme parent, là, c'est normal. Mais s'il y a des peurs qui persistent puis qui empêchent l'enfant d'avoir un bon fonctionnement, c'est là que ça devient plus problématique. Donc, il y a des enfants qui sont plus sujets à l'anxiété. Il y a une partie biologique. Donc, un parent qui lui-même est plus anxieux va souvent avoir un enfant qui va être plus susceptible de vivre de l'anxiété. Aussi, en tant que parent, on est un modèle pour notre enfant. Donc, si on est un parent qui s'inquiète beaucoup, qui présente beaucoup de peur, qui est surprotecteur,
ça l'envoie comme message à l'enfant que le monde est dangereux et l'enfant peut vivre plus d'anxiété à ce moment-là. Aussi, il y a des enfants qui vont faire des mauvaises expériences, comme par exemple un enfant qui va se faire mordre par un chien pourrait développer la peur des chiens jusqu'à avoir une phobie des chiens. Oh, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand notre enfant vit de l'anxiété? Est-ce que la première chose, ce serait de reconnaître qu'il vit de l'anxiété? Absolument, parce que les adultes, on va être capable de le nommer. Je suis anxieux, j'ai peur. Mais l'enfant n'a pas les mots, souvent les plus jeunes. Donc, l'anxiété va ressortir d'une certaine façon, mais d'une façon un peu indirecte. Donc, tu l'as nommé un peu plus tôt, les difficultés de sommeil ou un sentiment de fatigue. Un enfant qui est comme anormalement fatigué là, dans la journée. Ça peut être aussi une perte d'appétit anormale, des problèmes gastro-intestinaux, comme des maux de ventre, même ça peut aller jusqu'à des vomissements ou de la diarrhée. C'est aussi souvent un symptôme d'anxiété chez l'enfant. Ça peut être des crises de colère ou des pleurs, parce que des fois, ça va sortir un peu sous d'autres formes d'émotions. Fait qu'il ne faut pas tout de suite traiter ça comme étant seulement de la colère. Peut-être qu'il y a quelque chose en arrière. Ça peut être aussi un enfant qui ne veut plus aller à l'école, puis on ne comprend pas trop pourquoi, ou qui refuse de faire des activités qu'il aimait auparavant. Par exemple, je ne veux plus aller à mes cours de danse. Ça, c'est un peu anormal. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aider notre enfant à exprimer son anxiété? Donc, en premier, pour aider notre enfant, il faut mettre un climat sécuritaire émotionnellement avec l'enfant pour qu'il se sente en confiance de s'exprimer avec nous. Donc, premièrement, on va vouloir avoir une attitude empathique et d'ouverture. Quand l'enfant va présenter un mal-être, de vraiment être à l'écoute de lui. On va vouloir lui poser des questions pour qu'il puisse verbaliser un peu son expérience. Comme par exemple, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Je remarque que tu as l'air plus fatigué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Puis, on va aider notre enfant à mettre des mots. Parce que des fois, l'enfant, il ne sera pas capable exactement de le formuler. Donc, si on finit par comprendre, OK, je pense qu'il est anxieux d'aller à l'école, commence, par exemple, la maternelle, je pense que ça le stresse, bien, tu diras, est-ce que ça se peut que ça te stresse? Donc ça va aider l'enfant à verbaliser, à exprimer. Ça va diminuer l'anxiété juste de pouvoir mettre des mots. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant comprend qu'il y a quelqu'un qui le comprend. Oui, exactement. L'enfant a besoin de ça à ce niveau de développement-là. Aussi, on va vouloir éviter les jugements ou invalider les émotions en disant « ben non, inquiète-toi pas, tu devrais pas stresser ». Puis tout ça, ça nuit à notre climat sécuritaire. Ça dit à l'enfant qu'il ne devrait pas se sentir comme ça, puis il ne viendra pas nous en parler la prochaine fois. Alors, une fois qu'on a installé un climat sécuritaire pour notre enfant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il ne faut pas laisser ça comme ça, évidemment. Un enfant anxieux va vouloir éviter les situations qui lui rendent anxieux ou qui lui font peur. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut encourager chez notre enfant. On veut encourager l'enfant à faire face à ses peurs pour qu'il apprenne qu'il est capable. Par contre, on ne veut pas y aller trop rapidement parce que ça risquerait de traumatiser un peu notre enfant puis il ne voudra plus s'exposer. Donc, on va vraiment vouloir être à l'écoute de notre enfant, respecter son rythme, lui fournir des encouragements et du soutien, de la rassurance. On peut dire à l'enfant, par exemple, « je vais t'accompagner pour la première fois » ou « on va commencer avec des petites étapes ». Puis quand l'enfant réussit à s'exposer, il faut vraiment le féliciter parce qu'il faut renforcer le plus possible le courage parce que c'est très courageux de s'exposer à ses peurs et de cette façon-là, on va aider notre enfant avec son anxiété. Une autre chose qu'il faut porter attention, c'est en tant que parent, gérer sa propre anxiété. Ça peut être plus difficile, souvent on y pense moins, mais un parent qui va avoir peur pour son enfant, qui va empêcher son enfant de prendre des petits risques parce qu'il a trop peur pour lui, ça nourrit l'anxiété de son enfant, il faut faire attention. Et dernière chose, quand notre enfant a l'air plus fatigué, plus stressé, des fois, on peut s'attarder à son horaire. Est-ce que mon enfant a un horaire trop chargé? Des fois, on veut tellement stimuler notre enfant qu'on va mettre des cours de danse, des cours de violon, des cours de ballet. Mais des fois, chaque enfant est différent, puis il y en a qui ont besoin d'un petit peu plus de calme dans leur semaine. Merci, Audrey. Je crois que c'est possible de vraiment aider notre enfant à exprimer ses émotions négatives. Ce sont des outils qu'on lui donne, n'est-ce pas? Et on a vu avec les 3 professionnels qu'on a réellement un rôle à jouer, évidemment, avec notre enfant. Mais à l'école, ce sont plutôt les professeurs qui ont ce rôle à jouer. Mais plus que les professeurs, la cour de récréation a aussi une influence sur le développement de notre enfant. On en parle avec Karima Djalouli. Merci à notre partenaire. Question Santé est réalisée dans une maison modèle de construction La Vérandrie. La santé de notre enfant, ça se joue beaucoup à l'école. Il est très, très sensible aux microbes, notre enfant, qui se transporte un peu partout dans l'école. Mais ça joue aussi au cœur de la cour de récréation. Et aujourd'hui, on a la chance de rencontrer une spécialiste
qui travaille en promotion des saines habitudes de vie, au CISO, qui travaille sur les équipes pour penser à l'aménagement des cours d'école, Karima Djelouli. Bonjour! Bonjour! Karima, toi, tu vas dans les écoles, t'observes, mais qu'est-ce que tu fais plus précisément? Bien, en fait, là, moi, je travaille de près avec les directions d'école, en fait, qui font appel à nous parce qu'ils veulent soit régler des problématiques sur leur cours d'école ou bien avec, ils ont ramassé de l'argent, puis ils veulent réaménager la cour d'école. Puis je ne suis pas la seule à le faire, je travaille avec plusieurs partenaires. Donc, on peut travailler avec Loisirs Sport Outaouais, avec Enviroéducation, qui sont plus au niveau du verdissement. On regarde même ce qui est les transports autour de la cour d'école parce que les enfants peuvent rentrer, des fois plus qu'une entrée sur une cour d'école, comment que ça se passe. Donc, nous autres, dans le fond, on est là pour vraiment leur donner un petit coup de pouce. On n'est pas, dans le fond, eux sont maîtres d'œuvre, puis nous, on les accompagne dans le processus. Alors toi, là, tu te prends une bonne journée, tu vas sur place et là, tu observes, tu te prends des notes. Là. Tout à fait. Bien, moi, la façon dont je fonctionne, c'est que je me prends vraiment le plan de la cour d'école. J'arrive le matin, on peut faire différentes observations, là, mais c'est intéressant. D'une récréation à l'autre, on ne va pas voir les mêmes choses parce qu'il y a toujours l'arrivée le matin avec les autobus. Souvent, les enfants sont un petit peu moins actifs le matin, qui si on compare surtout à l'heure du dîner, qui ont un petit peu plus de temps à l'extérieur. Puis, je vais noter où les enfants se situent. Je vais regarder les différences entre les garçons et les filles. Je vais regarder aussi où sont positionnés les surveillants. Est-ce qu'on couvre à peu près toutes les parties de la cour? Est-ce qu'il y a des conflits? Si oui, dans quel secteur? Puis je vais comparer les récréations entre elles. Puis je vais même regarder au niveau de la surveillance. Bon, bien, est-ce qu'on a des zones qui sont peut-être plus vertes? Il y a de la surveillance tout le temps, jaune ou rouge, puis il n'y a pratiquement pas de surveillance à ces endroits-là. Donc, c'est pas mal comme ça que je fonctionne. Puis le fait de ramasser toute cette information-là de la dynamique dans la cour d'école, bien, après ça permet à l'équipe école, ils la connaissent leur cours d'école, mais juste de remettre tout le monde sur le même pied d'égalité pour dire, bien, avant de se lancer dans « on va acheter une grosse structure de jeu », on va peut-être repenser seulement à comment on va faire notre surveillance, puis même au niveau de l'aménagement, est-ce qu'on va se retrouver à empirer le rôle des surveillants parce qu'on va avoir des écrans qui vont nous empêcher de bien les surveiller, en fait, compte. Mais c'est quoi exactement l'influence de la cour d'école sur nos enfants? Bien, en fait, l'enfant comme l'adulte, les émotions sont super importantes, OK? Puis, la cour d'école, c'est l'endroit là, où l'enfant va passer là, énormément de temps. Puis, on a beaucoup de tendance à penser aux infrastructures à l'intérieur de l'école, mais la cour d'école en soi, c'est une infrastructure qui est très sous-développée. Une nouvelle école va arriver avec de l'asphalte puis une clôture. Souvent, s'il y avait des arbres, on les a coupés. Donc, là, avec les réchauffements climatiques, on a encore de moins en moins, on a de plus en plus, en fait, de journées qui sont chaudes. Les enfants, ils ont moins d'ombre. Puis, ça a une influence sur les interactions entre les enfants. Si leur temps qui passe sur la cour d'école, ça se passe bien, bien, c'est super, ils rentrent en classe, sont prédisposés à apprendre. Mais si ça va pas bien... Oui, disons qu'il y a un conflit entre deux élèves là, dans la classe, puis là, après, ils s'en vont... En fait, il y a un conflit dans la cour d'école, puis après, ils s'en vont en classe, ils vont encore penser au conflit. Oui, puis c'est drôle que tu aies commencé par dans la classe, parce qu'il y a des choses qui commencent dans l'école, dans les transitions. Parce que oui, on observe la cour, mais on observe aussi les transitions vers la cour et vers le retour de la classe. On peut être dans le rang, bon, moi, tu m'as bousculé, je sais pas pourquoi, puis là, ça me fâche un peu, puis ça va continuer dans la cour d'école et vice-versa. Puis si je reviens en classe, puis là, je suis triste par ce qui s'est passé, parce que des fois, c'est pas toujours réglé dans la cour d'école, puis des fois, on les voit pas, ces conflits-là. Il y a beaucoup, on parle d'intimidation aussi, beaucoup de conflits cachés. Ça fait que l'enfant, quand il retourne en classe, bien, en fait, il se retrouve il est pris dans son émotivité, puis il n'est pas prédisposé. Donc, il ne va pas être ouvert à l'enseignement. Donc, ça peut avoir des effets, même au niveau du décrochage scolaire, éventuellement, parce que un enfant, là, on prend toutes les cours d'école, peut passer au moins 6 heures dans une cour d'école. Ceux qui vont au service de garde peuvent passer jusqu'à 10 heures, 9h30, 10 heures par jour dans une cour d'école. C'est beaucoup de moments. Toute la journée, elle est morcelée. L'arrivée le matin, récréation du matin, la période sur le dîner. Maintenant, on a toutes les récréations l'après-midi. Puis le service de garde. C'est comme 5 moments dans la journée où ils passent dans la cour d'école. Fait que ce que tu es en train de nous dire, c'est que si on aménage bien la cour d'école, on peut réduire les conflits,
dans la cour d'école et on peut optimiser les temps qui sont passés ensuite dans l'école, dans les classes. L'apprentissage peut être optimisé même. Alors, quelles seraient les caractéristiques optimales à avoir dans une cour d'école? Bien, la cour d'école, c'est ça qu'on pense toujours là, aux jeux collectifs. Là. Ils vont jouer au soccer, ils vont jouer au ballon king. Bon, oui, on doit avoir des aires pour les jeux collectifs. Puis je ne l'ai pas nommé d'entrée de jeu, mais on travaille avec une trousse qui s'appelle Ma cour, un monde de plaisir. Loisirs sport travaille avec le projet Espace. Donc, dans toutes les trousses qui vont travailler sur les cours d'école, ça va se diviser en zones. Une zone pour les jeux collectifs, une zone pour les jeux individuels. On va avoir une zone pour les jeux calmes. Puis stratégiquement, les endroits où on va les placer, ces zones-là. Même des zones pour régler les conflits. Puis, il faut toujours garder en tête les genres. Oui, on veut mixer, mais les filles ont une tendance à rester en périphérie d'une cour d'école, à moins qu'il y ait quelque chose au centre qui les intéresse particulièrement. Moi, dans les 23 cours que j'ai faites, j'ai remarqué que les ballons de poire, ça les intéressait vraiment beaucoup. Les 23 cours d'école que tu es allée analyser. Oui, tout à fait. Ça fait beaucoup quand même dans l'Outaouais à analyser, là. Oui, puis en même temps, c'est super intéressant parce que chacune d'elles a leur unicité, ont leur configuration de base avec lesquelles on doit, comme... Il y en a qui ont des côtes, il y en a qui n'ont pas de côtes, des armatures ou non. Puis... Et rapidement, disons, à peu de frais, là, si l'école n'a pas beaucoup de budget pour améliorer sa cour d'école, elle peut investir où? Bien, je dirais que, par expérience, ce qui était vraiment comme le mouvement le plus gagnant, qui est le plus rapide, c'est vraiment l'ajout de petits matériels facilement transportables, période hivernale et période automnale et printemps. C'est quoi ça, des équipements facilement transportables? Bien, on va penser d'emblée des balles, des ballons, probablement toutes les écoles en ont. Il y en a qui ont des mini-hockey, même là, avec les sécurités, ils vont prêter les lunettes, des cordes à danser. Il y en a qui vont sortir des tapis à l'extérieur. Tout à l'heure, je parlais des filles et des garçons. Mais de penser aussi aux filles là-dedans, qu'est-ce qu'elles aimeraient faire? Des disques volants. Donc, tout le petit matériel, les chaudières, les pelles, qu'on peut sortir aussi à l'hiver, les petites voitures. Merci beaucoup, Karima. Je pense que ça nous donne vraiment un beau portrait des cours d'école. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. On se dit bonne santé, puis on prend du temps avec notre enfant. TVC Basse-Lièvre, la télé au service de sa communauté.